chance. Merci. C'est le taffetas. Si, c'est le taffetas. Tu veux pas enlever ton truc là parce que... Ah si. Taffetas, bah oui, taffetas. Ah oui, c'est le taffetas. Bah, le maudit traité, là. Entre l'Europe et les États-Unis, là. Tu sais bien, ils veulent nous faire bouffer du poulet au chlore, du bœuf aux hormones. Alors moi, j'avais écrit une petite chanson. J'avais écrit Taffeta Yo-Yo. Eh ben oui. Vous voulez que je vous la saute? Non. Non. C'est pour ça que j'en ai marre. Moi j'avais écrit Taffeta Yo-Yo, je me suis dit bah au moins avec ma petite chanson sur le marché, et ben les gens peut-être que pour une fois ils auraient tendu l'oreille, ils nous auraient regardé. Si ça se trouve ils auraient rigolé, peut-être même qu'après ils en auraient parlé. Et va savoir. Peut-être même qu'ils auraient lu les tracts qu'on leur distribuait. Mais les copains, alors ils m'envoient un texto ce matin, on a fait un collage hier, il reste de la colle dans le seau, ce serait pas très écolo de la gâcher, on y retourne ce matin. Alors moi, voilà, j'étais tout seul sur le marché avec ma guitare, alors j'en ai marre, alors je suis venu là. Quoi. Bon, j'imagine que tu es venu pour la consultation. Ah oui. Militant, épuisé. Ah oui. Bon, vas-y, il faut remplir le formulaire, et on n'a même pas de stylo. J'ai toujours mon stylo. Le formulaire. Non, je peux pas te parler là, non. Ok, je m'occupe du communiqué de presse. Bon, je m'en occupe. J'ai d'autres choses à faire, mais je m'en occupe. Je m'occupe du communiqué. Alors, nom, prénom. Dans quelles organisations êtes-vous engagé? Mais il faut tout mettre. Le parti, le mouvement, le syndicat, les assos, les collectifs. Il n'y a pas la place. T'écris en tout petit. Et moi j'ai réussi. Non, il n'y a pas la place. Adresse mail. Oui, mais laquelle? Parce qu'il y a celle de l'échelon local, il y a celle du conseil départemental, il y a celle du conseil national, il y a celle du secrétariat national. Bah oui, c'est bien ce que je dis, il n'y a pas la place. Tu écris en tout petit, et ça passe. Ça passe toujours, mais il faut... Utilisez-vous les réseaux sociaux? Non. J'habite sur la Lune, il n'y a pas le Wi-Fi. Tu parles entre Facebook, Instagram, Telegram, bourre et ratata. Moi, j'ai passé de la nuit pour lire tous les mails que j'ai reçus dans la journée. Je bosse, moi. Ouais, vous plaisantez quand même, on n'utilise pas les outils du grand capital pour faire la révolution. Facebook, c'est quoi ça? Pour se faire des amis, on fait pas de la politique pour se faire des amis quand même. C'est pratique. Non, c'est pratique. Moi, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a sauvé à plein d'égards et ça m'a... Tu vois, là, je peux gérer plusieurs trucs à la fois et... Je viens d'envoyer le communiqué de presse du réseau Éducation sans frontières sur le secrétariat de la MAP. Oh non, mais la secrétaire de la MAP, elle est de droite, elle va me tuer. Ils disent tous qu'on fait pas de politique, Mais t'envoies un erratum. Et t'envoies un erratum, moi je fais ça tout le temps. J'en sens le temps. Un erratum? Oui. J'espère que c'est pas sur les réseaux sociaux. Avez-vous déjà perdu des élections? On fait que ça. Une élection. Une élection au piège à con. Moi avant j'écrivais pour chaque campagne, j'écrivais 2 chansons. Une en cas de victoire, une en cas de défaite. Et ben les premières je les ai jamais chantées. Alors. De toute façon même quand on gagne, après ça change pas. Non mais c'est pour ça moi je peux plus. Oui mais on est là pour ça en même temps. Oui, mais tu vois, de remuer tous ces souvenirs là, moi j'en peux plus.
je suis en train de complètement craquer. T'en fais pas, ça va. Mais pourquoi on est là? Comment ça a commencé? D'où ça sort? Qu'est-ce qu'on fout là? Ah, vous voulez que je vous raconte quoi? Comment ça a commencé? Bah, tant qu'on est là... Oh bah alors moi, je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, chacun sait. Et là, je vois une affiche avec ce slogan: si ça continue, il va falloir que ça cesse. Bon, la prise de conscience radicale, violente, définitive. Ah, quand on a le bon slogan. Ah, le bon slogan. Alors c'était hyper bien fait. Au bas de l'affiche, il y avait un logo. Ni une ni deux, je rentre chez moi, je tape ça sur Internet et je tombe sur le site du collectif. Les gars du coin, ils organisaient une diffusion au marché le lendemain. Moi, j'y vais. L'accueil excellent. Tout de suite, on me passe les tracts avec le fameux slogan. Et là, on commence à distribuer. Les gens faisaient la queue, ils nous tapaient dans le dos, ils nous payaient des coups de blanc. On a fait 14 adhésions le même jour. À la réunion suivante, il paraît qu'on était 2 fois plus nombreux que d'habitude. Mais dès qu'on est bien organisé et si on a le bon slogan... C'est ça. Ça marche. Ça marche? C'est obligé, c'est ça, hein? Ouais, alors non, en fait. En fait, ma première expérience militante, c'est à l'UNEF. L'UNEF, un syndicat étudiant. Enfin, à l'époque, il fallait dire le syndicat étudiant. Bon, moi, je leur disais tout le temps que si j'étais tombé sur les autres en premier, ça se trouve, je serais allé chez eux, mais bon, voilà. Alors, j'arrive à la fac de Caen. Je venais de quitter la maison de ma maman dans la Manche, et là, bah, évidemment, tu arrives à la fac, et c'est la liberté dans 9 mètres carrés, la cité U. Et dans les cités universitaires, il y a des représentants des résidents. Donc il y a une élection qui est faite en début d'année, et pour présenter le rôle et les élections, il y a une réunion qui est organisée dans le resto universitaire. Alors, moi, j'ai déjà une longue carrière de délégué de classe derrière moi, alors j'y vais. Et puis, au cours de cette réunion, j'ai le malheur de poser une question. Et à la fin de la réunion, Hélène et Mounia, deux filles qui avaient un petit peu animé la réunion, me tombent dessus, évidemment, me convainquent de me présenter, et je me retrouve élu sur cette liste qui se trouvait être une succursale obscure de l'UNEF. Donc, assez vite, je distribue mes premiers tracts, j'imprime mes premiers tracts, j'écris mes premiers tracts, je fais mes premières assemblées générales, mes premières manifestations. Je suis de nouveau élu, mais cette fois-ci à des instances de la fac. Je colle des affiches, évidemment. Et ben, je vais plus en cours, hein, je veux dire, on n'a pas le temps de tout faire. Alors à l'UNEF, on me disait, mais c'est pas grave, parce que tu iras au rattrapage en septembre, c'est fait pour ça. Tu apprendras tout l'été les cours que tu n'as pas fait dans l'année. C'était vachement bien organisé, quoi. Bon, malgré tout, moi je me sentais, j'y arrivais plus, quoi. Franchement, c'était le trop-plein. Je me souviens qu'à l'époque, un membre du bureau national de l'UNEF qui descendait tous les 15 jours nous dire comment il fallait qu'on fasse, vous savez, les membres du BN, c'est ceux qui finissaient attachés parlementaires et puis après députés socialistes. Et donc il me dit, Maxime, tu te noies dans un verre d'eau. Alors je me noyais, ouais, mais le verre d'eau, comment dire, vous voyez l'océan Atlantique à peu près, là, voilà. Donc pour moi, c'était à peu près grand comme ça. Donc ça ne m'avait pas beaucoup aidé, sa remarque. Et en fait, ce qui va me sauver, parce que là, j'en pouvais plus, c'est un événement assez pénible autour d'une lettre. Je suis en 4e année à la fac, et cette fois-ci, après 3 ans en CTU, je suis en coloc avec des copains dans une jolie maison, tout se passe bien. Et je reçois une lettre du Crous, l'organisme qui verse des bourses. J'avais la chance d'être assez riche pour aller jusqu'à la fac, et en même temps assez pauvre pour avoir le droit d'être soutenu par le Crous. Oui, en fait, j'étais dans l'ascenseur social et franchement, presque quotidiennement, je sentais mon élévation comme ça, quoi, des classes populaires vers les classes moyennes à peu près. Et bon, c'était super chouette, sauf que cette lettre du Crous, elle m'annonce qu'au motif que je ne vais ni en cours ni aux examens, on me supprime ma bourse et il faut que je rembourse ce que j'ai touché depuis le début de l'année. Et là, l'ascenseur social, j'ai quand même eu l'impression qu'on coupait les câbles, quoi. Vraiment, j'ai ce souvenir d'avoir eu l'impression de tomber dans le vide. Parce qu'en fait, en un éclair, tu comprends que la fac, c'est fini, la coloc, c'est fini, tu vas rentrer chez maman et tu vas bosser pour gagner ta croûte, quoi. Donc c'était assez violent, et je dirais que quand on coupe les bourses, c'est le burn-out, quoi. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Ouais. C'est drôle, moi aussi ça a commencé avec l'UNEF. Ah bon. Ah ouais, je suis arrivée au moment de l'inscription, on me dit est-ce que tu vas adhérer au syndicat, j'y vais, et puis réunion de rentrée d'accueil, tu vois, donc super accueil, il y avait plein de monde, bonne ambiance. Moi je suis arrivée un peu en retard, bon bah comme toujours, hein,
Et je me disais, oh là là, j'espère que je vais pas me faire engueuler et tout. Maintenant, on m'a prise à part pour me faire un petit résumé. On m'a offert un jus d'orange, tout ça. Assieds-toi, t'es la bienvenue. Enfin, super quoi, vraiment. Nickel. Ah bah ouais, c'est Ah autre ouais, chose. bah, quand tu sens accueilli comme ça, tout de suite. Excellent. Excellent. Ouais, non, ça s'est pas passé comme ça. Ah, En fait, moi je savais pas, hein, mais quand je suis arrivée à la fac, dans l'UNEF, donc le syndicat étudiant, hein, c'est comme ça qu'on disait, et ben il y avait une grosse guerre interne. Une grosse guerre interne entre la minorité et la majorité. La majorité étant liée à Jean-Christophe Cambadélis et la minorité étant liée à l'époque, le courant de gauche du PS. Voilà, c'était comme ça que ça se passait. Et moi, en fait, la réunion de rentrée, elle s'est passée en fait, dans la fac où j'étais à Nanterre. C'était la minorité qui s'occupait de l'UNEF à Nanterre. Et donc ils avaient peur que dans les réunions de rentrée, il y ait des gens de la majorité qui viennent. Donc ils avaient fait la réunion dans un endroit, je pense c'est là où on cache les migrants, vous voyez, un truc comme ça, quoi. Enfin, c'est l'endroit introuvable. Tu arrives dans la réunion d'accueil, t'es pas accueilli, tu trouves pas le sel, tu trouves pas, enfin voilà, et bon, on était 12 dans une salle un peu triste. Et bon, ça m'a pas empêché de militer après, mais avec le recul, je me dis que c'était bizarre quand même, comme accueil. Et voilà, c'est passé comme ça. c'est déjà moi. Ouais. Et toi, Julien, Moi, quoi. comment ça a commencé? Une expérience, une rencontre, je sais pas, tu tombes sur quelqu'un, une affiche. J'ai toujours été de gauche, moi. Ah ouais. Mais tu savais comment? Je suis né de gauche. Enfin, je suis né dans une famille de gauche. Ah, ok. Non, et puis, bon, j'ai pas attendu qu'on vienne me chercher. J'ai lu des livres de gauche pour comprendre comment fonctionnait le grand capital, comment engager la révolution. Voilà. Il suffit de. Enfin, le problème, c'est que les gens lisent pas les livres. Ah bah oui, c'est Voilà. ça, c'est ça. Et que tant qu'ils n'auront pas lu Marx, je vois pas bien ce qu'on pourra faire. C'est ça, c'est compliqué. Hein. Ah oui. Après, c'est bien, si t'as toujours été de gauche. Ouais, c'est bien, c'est pratique en même temps que pour toi, c'est bien. Mais non, en fait, non. C'est pas passé comme ça. Parce que, non. Vous savez que cette phrase, tant que les gens n'auront pas lu Marx, on ne pourra rien faire, je l'ai vraiment entendue dans une réunion de militants. Ça pose quand même question. C'est quoi les bouquins qu'il faut lire pour commencer à faire quelque chose, se mettre en mouvement, s'engager en fait? C'est quoi les bons bouquins? Je pourrais vous faire une liste, hein. Moi j'adore lire, j'adore les bouquins de gauche, les trucs avec des titres ronflants où on croit que ça va répondre à toutes nos questions et puis une fois qu'on l'a fini on se dit qu'on va passer à un autre bouquin. Non, en fait moi ce qui m'a mis en mouvement c'est pas un bouquin, c'est une rencontre. Alors pour moi c'était en 2012, un peu plus tard que mes camarades là. J'habitais Paris et en 2012 il y avait un petit événement politique qui se profilait, genre l'élection présidentielle. Bon, je vous avoue qu'à l'époque, je penchais comme ça, traditionnellement, pour candidat Jean-Luc Mélenchon. Mais je faisais rien, je m'intéressais pas plus que ça au truc. Puis un soir, je rentre du boulot, et puis sur une cabine téléphonique, il y avait une petite affichette. Demain soir, Jean-Luc Mélenchon passe à la télé, venez le voir, ça sera sympa. Alors j'avoue que j'ai réfléchi, et puis la première chose que j'ai commencé à faire, c'est culpabiliser. Parce qu'il y avait des gens qui faisaient des trucs et pas moi. La culpabilité est un fort ressort d'engagement et de militantisme. On culpabilise beaucoup quand on est militant. Et donc j'y suis allé, je me suis dit c'est con quand même, il y a des gens qui font un truc sympa à côté de chez moi, je vais pas regarder Mélenchon à la télé tout seul. Donc j'y vais. Et je rencontre Jean-Charles qui m'accueille, qui avait à peu près le même âge que moi. Et qui me dit, à la fin de l'émission, il me dit alors qu'est-ce que t'en as pensé? Alors moi, je sais pas, oui, il parle bien, ouais, ça t'intéresse, t'as pas envie de faire quelque chose pour t'impliquer? Bah, si, mais moi, je sais rien faire. Il me dit, qu'est-ce que tu fais ce week-end? On était jeudi, je dis, bah, pourquoi? Il me dit, parce que ce week-end, samedi matin, à l'aurore, je pars avec 3 militants en bagnole à Metz, on va aider des copains à organiser un meeting. Paris là. Il me dit bah c'est pas grave, réfléchis, laisse-moi ton numéro. Bon ok, je rentre chez moi.
Et puis je trouvais ça un peu bizarre, quoi. Le mec, je le connais à peine, il me dit on va aller à Metz, organiser un meeting, je trouvais ça louche. Donc j'en parle à ma copine, je lui dis qu'est-ce que t'en penses, tout ça. Puis elle me regarde, elle me fait de toute façon t'avais rien de prévu, alors vas-y. Bon, du coup j'y vais, et alors là, bon, c'est un week-end entier, formation accélérée de militants. Donc j'étais avec Jean-Charles qui était hyper cool, qui est devenu un copain. Jean-Charles, il nous motivait tout le temps parce qu'il était là tout le temps, il faisait allez, on va gagner, on va gagner, on va gagner. Bon, on n'a pas gagné. Mais ce week-end-là, j'ai appris plein de trucs. J'ai appris à distribuer des tracts, coller des affiches, faire des réunions avec d'autres militants, faire la fête aussi, ça fait partie de la vie militant. Voilà. Formation accélérée en un week-end. Et depuis, j'ai pas arrêté. Je suis toujours militant. Et une chouette rencontre, quoi. Mais, ouais, mais il y a quelque chose qui s'est mal passé quand même, non? Enfin, je veux dire... Non, c'est plutôt bien passé. Mais c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Bizarre. Admettons. Bon, je crois que c'est le moment de vous dire bonjour. Ouais. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc ça n'a pas encore commencé. C'était une longue introduction. Une mise en bouche. Je pense que vous aurez compris le sujet. On va vous parler d'engagement, de nos engagements de militants, pas que de militants de partis politiques, mais c'est ce qui nous a réunis il y a 7 ans. Moi j'ai croisé Maxime donc, et Tiffaine au Parti de Gauche il y a 7 ans. Et donc moi c'est Julien, et c'est ça qu'on va vous raconter aujourd'hui, entre autres. Entre autres choses. Notre rencontre, non, ça c'est... Non, pas notre rencontre, nos parcours de militants. Nos parcours, ouais. Et comment est-ce qu'ils ont évolué à la fois les difficultés qu'on rencontre et le plaisir qu'on peut y trouver et l'envie qu'on a de transmettre 2-3 trucs qu'on a la prétention d'avoir appris provisoirement. Et voilà. C'est pas le moment de chanter maintenant. Parce qu'on a ramené une guitare, on a ramené des instruments, on promet du rêve et puis résultat, on fait rien. Alors, parce qu'en fait, il y a un truc qu'on aime bien faire aussi, c'est chanter. C'est faire ce qu'on appelle des goguettes. Je ne sais pas si vous connaissez les goguettes, c'est quand on prend une chanson connue et puis on change les paroles. Alors, celle-là, on va vous la chanter, puis on va voir, vous allez deviner de qui ça parle. Bon, ce n'était pas un sans-dent qui a été élu président. Son ami, c'est bien la finance, c'est bien la finance. Fait des cadeaux au patronat, et nous le peuple on aura quoi? C'est sûr, il a choisi son bord, les coffres en avant. Olé. On fait qu'un petit bout, parce que sinon on a des tartines. Alors c'est qui? C'était pour qui? Eh ben non, c'était pour François Hollande, c'est ça qui est rigolo. Mais en fait on aurait pu l'écrire sous Sarkozy, ça marchait aussi. Hein. C'est génial en fait, t'écris une chanson et toute ta vie tu peux la chanter. C'est vachement rentable les chansons pour la vie. Alors voilà, c'est à moi et de vous parler de ça. C'est qu'en fait quand on a écrit notre conférence gesticulée et qu'on a tiré la ficelle de l'engagement par où on avait commencé, donc là vous avez vu, on a parlé de nos vraies expériences quand même au bout d'un moment, plus ou moins réussies, qui passaient souvent par des rencontres. Et moi, en fait, en réfléchissant, je me suis dit, alors, l'engagement, pas militant, mais l'engagement quand même, ça a commencé quand j'étais jeune et que j'étais dans mon club de tennis. Ça paraît bizarre, mais ben voilà. Moi, j'étais au STB, le Siouville Tennis Band. Et c'était un club de tennis dans lequel on faisait rien comme tout le monde, même le nom il était différent. Les bourgeois ils jouaient sur terre battue, nous on avait décidé d'avoir des surfaces rapides. On avait la chance d'être soutenu financièrement par la communauté d'agglo, donc on baissait les tarifs au maximum pour que tous les gens du coin, et en particulier les gamins, y aient accès. On faisait de la compète, mais bon, c'était surtout le prétexte à se retrouver le dimanche et à bouffer ensemble, on invitait les adversaires, enfin voilà quoi, c'était vraiment la bonne ambiance. Moi, assez vite, vers 13-14 ans, j'ai commencé à être bénévole, donner des cours de mini-tennis. Et puis, donc, j'étais impliqué dans la vie du club. Et puis, je crois que j'avais 18 ans et il fallait un vice-président. J'ai dit, bon, s'il faut, j'y vais, quoi. Et donc, un soir de fête du club où, déjà, à l'époque, je jouais la guitare. Comme j'étais devenu un mélange de vice-président et de Elvis Presley, j'ai écopé d'un de mes nombreux surnoms qui était Elvis. Voilà, donc dans cette vie-là, j'étais Elvis. Je vous dis ça parce que c'était vraiment des années géniales. Des années où j'ai pris mon pied dans la vie de mon club. Et la première leçon que j'en ai tirée, c'est que
si on voulait vivre en fait des moments collectifs sympas, partagés comme ce festival aujourd'hui, en fait, ça reposait à la fin sur l'engagement, l'addition des engagements individuels de chacun, quoi, toutes celles et tous ceux qui s'y collaient. Et donc c'est là que je me suis dit, si tu veux vivre des trucs chouettes, commence par mouiller la chemise, quoi. Ça, c'était la première leçon. Et puis, avant de vous livrer la deuxième leçon, il faut encore que je vous parle d'un événement pénible autour d'une lettre. Décidément. Mais cette fois, c'est moi qui l'ai écrite. En fait, dans le bureau du club, il y avait eu du renouvellement. Et les nouveaux dirigeants du club, ils n'avaient pas exactement la même philosophie. C'est-à-dire ça ne les gênait pas d'augmenter les tarifs. Ils s'en foutaient un peu de qui avait accès finalement au club de tennis. Ils étaient à fond dans la compète et tout. Bref, la philosophie du club me plaisait plus du tout. Et donc là, j'ai écrit une lettre de démission. C'était assez pénible quand même comme événement. Et la deuxième leçon que j'en ai tirée, mais ça vous le répétez à personne surtout, c'est que quand on laisse le pouvoir à des cons, faut pas s'étonner que l'ambiance elle devienne pourrie au bout d'un moment. Voilà. La troisième leçon, je ne sais plus ce que c'était, donc on va passer. Ah si, c'est ça. C'est que je me suis demandé, parce que moi je suis pas né de gauche, je suis pas né dans une famille de gauche, mes parents, ils devaient savoir ce que ça voulait dire à la téloche, mais je pense qu'ils ne se sentaient pas tellement concernés. Et donc je me suis dit, quand même, il y a un moment, je me suis dit de gauche, alors d'où ça vient? Et en fait, j'ai repensé à cet engagement dans le club, et je me suis dit, finalement, le monde se divise en deux catégories. D'un côté, c'est votre gauche, plutôt les gens qui, comme mon prof de tennis, JF, lui c'était la figure du club, c'est lui qui portait tout, quoi. Et il y a ceux qui définissent une ambition collective et puis qui essayent de trouver les moyens d'y arriver, quoi. Donc lui, il faisait des projets dans tous les sens pour gratter de la thune, pour rendre ça possible. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui regardent la taille de l'enveloppe qui diminue chaque année et puis qui disent, du coup, il va falloir rogner un peu sur les ambitions parce que l'enveloppe, elle diminue, quoi. Et puis au bout d'un moment, ils ont tellement rogné sur les ambitions que, en fait, l'aventure qu'on avait décidé de vivre ensemble, c'était plus du tout la même, quoi. Donc voilà, moi je pense que c'est peut-être bêtement, en m'engageant dans mon club de tennis, en essayant de faire des trucs chouettes avec les copains, copines, que ça m'est venu, cette façon de fonctionner, de voir le monde. Bon, je vous dis ça aussi parce qu'il y a 2% des citoyennes et citoyens qui sont engagés dans des partis politiques. Il y a 8% des salariés qui sont syndiqués. Et il y a 45% qui sont engagés dans des gens qui sont engagés dans des associations sportives et autres, quoi. Donc je me dis que finalement, ce qu'on vit en fait dans ces différents collectifs, c'est peut-être pas si éloigné que ça les uns des autres, et que peut-être si on partageait ce genre d'expérience, on verrait qu'on n'est pas plus des extraterrestres que ça les uns pour les autres, quoi. Voilà. Et oui, le doux monde de l'association, quoi, la vie associative, ce moment de joie, de bonheur partagé qu'on a tous vécu, hein. On a tous, à un moment donné, été dans une association en se disant c'est merveilleux, tout se passe formidablement bien, il n'y a aucun enjeu de pouvoir, il n'y a aucun problème, jamais, hein. Et oui, et alors effectivement, la vie associative, en fait, elle est perclue de problèmes de pouvoir, qui sont parfois beaucoup plus difficiles à discerner parce que justement, il n'y a pas le côté... je ne sais pas comment dire, symbolique de par exemple l'élection, de si on veut devenir maire ou député ou je ne sais pas quoi, il n'y a pas ce côté-là, mais quand même symboliquement l'enjeu de pouvoir il est là. Il est là déjà parce que les dominations elles sont à l'œuvre de toute façon, entre hommes et femmes, voilà, enfin ces dominations-là elles existent, mais aussi parce que de toute façon symboliquement, à un moment donné, la question de la prise de pouvoir elle se pose quand même. Et puis on valorise beaucoup le bénévolat, vous savez c'est bien le bénévolat. Hein. Vouloir être payé pour son travail, c'est mal, c'est sale. Hein. C'est-à-dire on ne parle pas d'argent, quoi, quand même, ça serait moche. Du coup, on valorise beaucoup le bénévolat. Ce qui fait que, je ne sais pas, un jour, s'il y a une grève des bénévoles en France, ce qui se passe, à mon avis, le pays s'écroule, hein, mais il y a beaucoup de bénévolat. Et il y a même du burn-out associatif. Il y a un burn-out associatif qui concerne les bénévoles, hein, avec des gens qui... toute leur carrière dans le salariat, etc., ça s'est bien passé. Ils arrivent à la retraite, ils s'engagent et ils font un burn-out. Voilà. Et puis, il y a aussi le burn-out et la maltraitance des salariés des associations, qui est extrêmement dur. Il y a un syndicat qui s'est créé spécifiquement, enfin vraiment sur cette spécificité, parce que à partir du moment où on est dans une association, on est là, et attends, tu vas pas compter tes heures quand même, tu vas pas... Et en fait, le salarié de l'association devient parfois, souvent, le souffre-douleur
et en plus, il culpabilise énormément, puisqu'il est quand même là pour une cause noble, hein, et les autres, ils sont bénévoles, donc en plus, il ne va pas commencer à se plaindre alors que les autres sont bénévoles. Donc le doux monde de la vie associative est parfois très cruel. L'exploitation des salariés dans les associations est parfois bien pire que dans des milieux salariés où là, les choses sont très claires entre l'employeur et le salarié. Moi, je me suis rendu compte aussi de choses, c'est que Maxime parlait de la vie associative. Moi, par exemple, les associations de parents d'élèves, c'est merveilleux. Tout le monde est là pour le bien-être des enfants. Et ça, je veux dire, je ne vois pas comment on peut être contre. Hein. On ne voit pas des parents d'élèves se présenter aux élections pour le mal-être des enfants. Ça paraît improbable. Donc, en fait, je me suis rendu compte de ça. Ils sont tous, alors ils se présentent, voilà, ils disent on est là pour le bien-être des enfants et tout. Super. Et ça veut dire quoi, précisément, en fait? C'est ça, précisez votre objet. Vous êtes là pour le bien-être des enfants. Est-ce que ça va jusqu'à, par exemple, soutenir une famille qui n'a pas de papier si l'enfant est scolarisé dans l'école? Est-ce que ça, par exemple, ça va jusque-là, votre engagement pour le bien-être des enfants? Je donne des exemples parce que c'est des exemples que moi j'ai connus. Hein. C'est que tout d'un coup, là, il n'y a plus personne. Hein. Il n'y a plus personne, si. Il y a des gens. Il y a des gens, mais c'est pas aussi facile que ça. Bon, moi, l'exemple, c'était dans mon AMAP. Donc, AMAP, bon, je pense que dans ce festival, vous avez entendu parler de ça, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Sauf que les gens, quand ils vous entendent AMAP, ils voient distribution de paniers de légumes. Voilà. Et en fait, oui, dans mon AMAP, hein, à un moment donné, on s'était positionné contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Scandale. Horreur. On faisait de la politique. J'ai dit, oui, l'aéroport, il va bétonner des terres agricoles. Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, t'avais pas anticipé que... oui, mais non, nous, ça nous intéresse. C'est à Nantes, c'est pas chez nous. C'est pas chez nous, mais c'est des terres agricoles, là. On va pas pouvoir continuer à bétonner tout ça, c'est pas possible. Non, mais attends, tout ça, c'est politique. Nous, on s'est pas engagé pour ça. Moi, si c'est ça, je démissionne. Et là, il y a la moitié du bureau qui a démissionné. Et un tiers des contrats qui n'ont pas été renouvelés. Voilà, et bon, c'est pas grave, la map s'est très bien maintenue avec d'autres personnes et on a fait autrement. Mais c'est pour dire que quand on crée une association, c'est peut-être bien de préciser l'objet de l'association et de se rendre compte que oui, à partir du moment où on fait une action collective et qu'on intervient dans la vie de la cité, de fait, on prend une position politique. C'est pas parce qu'elle est apartisane qu'elle va pas déranger, choquer, qu'il n'y aura pas du conflit. Et donc, ça vaut le coup de travailler ce conflit-là. Quand même, moi, je me rends compte que dans la vie politique générale, on va dire, du pays, il y a eu un moment où ça a été quand même, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un avant et un après. Je ne sais pas si vous vous rappelez du traité constitutionnel européen en 2005, et ce moment-là où tout le monde, et en plus c'était le début, on commençait tous sur Internet à aller chercher des infos et tout, enfin c'était... Voilà, et c'était tous les médias nous disaient qu'il fallait voter oui, et sur Internet, dans les réseaux sociaux et tout, qui commençaient, on a commencé à avoir plein de contre-arguments, et les gens lisaient le truc, le pavé imbitable, là, les gens le lisaient, enfin c'était assez incroyable. Et c'est vrai que moi, en 2005, à ce moment-là, c'est... le traité constitutionnel européen. Ah bah ouais, c'est le moment où j'ai... Ouais, c'est le moment où j'ai redémarré. Tout arrêté. Non, mais j'ai redémarré. Mais non, j'ai tout arrêté. Non, pour moi, ça a commencé, en fait. Ouais, parce que moi, c'était avant même de m'engager dans les partis, mais je sais que c'est un début de politisation pour moi. Je me revois encore en train de lire la brochure du PCF. J'avais reçu... mes gauchistes de parents avaient l'Humanité à la maison, et donc je lisais la relecture des articles du traité. C'était vachement sympa, et c'est à un moment donné où je me suis dit, tiens, je prends en main mon truc. Pour une fois, on me demande de me prononcer sur une question et pas sur un candidat, parce que moi, la première fois que j'ai voté, c'était en 2002. C'était pas cool. C'était pas cool. En plus, je me souviens qu'après, je m'étais fait engueuler parce que j'avais pas bien voté, tout ça. Il y avait des adultes qui m'avaient dit... Voilà, bon. Donc ça, c'était cool, le TCE. J'avais bien aimé. Oui, mais sauf que moi, toute ma vie militante, je me suis jamais... J'ai dû avaler des couleuvres, quoi. On me disait, le candidat, il faut faire sa campagne, il me plaisait pas trop, mais c'était mon parti. Alors dans mon parti, je fais une campagne... Et voilà, et là, pour la première fois, j'ai fait campagne contre mon parti, pour mes idées, et on a gagné. Et après, du coup, je savais plus quoi faire. C'est bizarre, hein, mais ça m'a... Je
je me suis dit, bon, bah là, faut que je trouve autre chose, j'ai arrêté, quoi. Et ben moi, j'ai redémarré, parce que j'avais arrêté en quittant la fac, du coup, j'avais tout arrêté. Et là, en 2005, j'étais à Montpellier, dans une nouvelle coloc, et je préparais le concours d'instit. Donc je voulais surtout pas entendre parler de politique et du TCE, parce que je savais que si je mettais le doigt dedans, c'est tout le corps qui allait passer avec. Et bon, malgré tout, on était 4, donc il fallait composer avec les autres. Et on habitait boulevard du Jeu de Paume, qui est à peu près la rue la plus passante de Montpellier. Et on avait 2 balcons, donc on a fait 2 banderoles. Et alors, sur la première, il y avait écrit pour une Europe sociale et démocratique, et sur la deuxième, non au TCE. Alors, pas de bol, l'agence immobilière qui nous louait l'appart, elle était juste en bas. Donc, assez vite, on a reçu un courrier pour nous demander d'enlever les banderoles. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, les sondages étaient vraiment pas favorables. Tous les grands médias, tous les grands partis étaient pour le TCE. Donc, on a plié, on a rangé nos banderoles. Bon, on était un peu vexés quand même, donc on s'est intéressé au TCE. On a fait nos premiers ateliers de lecture, le texte en main. Et puis à la fin, vous connaissez la fin de l'histoire, on a gagné. Et moi je me souviens de en fait à Montpellier, pour les résultats, on était à la maison des syndicats, il y avait un écran géant, il y avait je sais pas combien, 200 personnes là-dedans. Et quand le non avec 55% s'est affiché sur l'écran, il y a eu une explosion de joie, un truc de fou. Moi je me souviens de la tête de mes colocs, enfin on est tombés les bras dans les uns des autres. On est allé décrocher les banderoles, on a escaladé la fontaine des Trois Grâces, on a mis nos banderoles comme ça, un drapeau européen, on a fait la fête toute la nuit, quoi. Et donc c'était génial parce que je me suis dit, on peut gagner, en fait ça arrive des fois. Et puis moi je me suis dit, en fait je crois que je vais pas arrêter de faire de politique, ça va pas être possible, quoi. Maintenant c'est trop là, quoi. Mais je veux le faire, ça, le texte à la main, on n'est pas plus con que les autres, et on a déjoué les pièges des technocrates qui étaient persuadés qu'on ne saurait pas lire. Et voilà. Et donc moi après j'ai fait mes premiers ateliers de lecture écrits, on prenait des projets de loi et on les faisait lire aux gens, on disait qu'est-ce que vous en pensez, et les gens assez rapidement comprenaient qu'on allait nous la faire à l'envers. Voilà. Ouais. Bon, enfin, écoutez, si vous croyez que ça va se passer comme ça, que vous allez pouvoir choisir vos trucs et tout, il y a un peu des règles quand même, il y a de la sociologie, d'accord? Vous n'allez pas... Alors, monsieur, on va voir de quoi votre avenir est fait. Voyons voir. Attention, vous êtes prêts? Ouf. Alors, oh là, une maman factrice en pop artisan dans la Manche. Ok. Oh oui, mais vous êtes volontaire. Oh, vous êtes sérieux, vous êtes bien comme... Oh, il est bien. Oh, il est... Ah, écoutez, allez. Vous irez à la fac. Ouais? Au sport, parce qu'il ne faut pas non plus... Allez, fac de sport. C'est bon à juger. Au suivant. C'est parti, là. Oh là, je plouffe. Toute une famille d'enseignants. Oh, c'est beau. De la gauche qui fait pas peur. C'est bien. C'est bien, ça. Mais dites donc. Oui, vous êtes ingénieur, ça va être bien pour vous. Ça va... tout le monde sera content chez vous. Qu'est-ce que je vois là? Vous voulez vous encanailler? Oui, parlez des immolos, quand même, Bon, au suivant. Alors, oh là là. Oh, oui. Un papa ouvrier. Oui. Mais qui vient d'une famille très bourgeoise. C'est bizarre. Une maman qui change 3 fois de mari et 3 fois de métier. Ah oui, non, mais là, c'est le bordel dans votre déterminisme social, débrouillez-vous. On rigole. Vous l'avez reconnu, c'est le chapeau de Harry Potter. Mais en fait, vous le connaissiez bien avant. Mais si, il s'est posé sur votre tête, à vous aussi. Le chapeau du déterminisme social. Oui, on fait les malins. Moi, c'est en arrivant à la fac, dans ma fac de ballon, que j'ai découvert la sociologie, par exemple. Je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui étudiaient la sociologie, quoi. Moi, mes parents, ils n'étaient jamais allés jusqu'au bac, alors ils n'avaient pas me parler de ce qu'il y avait après, quoi. Je ne sais plus ce que je dois vous dire. Je vais vous le dire honnêtement. Voilà. Par exemple, est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que les poissons ne volaient pas? J'imagine, comme moi. Non? Personne? Je vais vous le dire. Parce qu'ils sont nés dans l'eau, c'est tout con. Eh bien oui. Alors Pierre Bourdieu, il explique ça très bien.
En fait, à notre naissance, on arrive dans la société qui préexiste à notre naissance, donc l'ordre est déjà là, établi. Et en fait, toute la culture de cette société, on va l'intégrer petit à petit, un petit peu comme le poisson, vous savez, le poisson il sort de l'œuf et puis il fait ça, puis chouette, ça marche, il avance. Il fait ça, puis chouette, il respire. Donc, je ne sais même pas s'il sait qu'il est en train de nager, qu'il a besoin de ses nageoires. Je ne sais même pas s'il sait qu'il respire avec des branchies. Est-ce qu'il sait seulement qu'il est dans l'eau? C'est pas sûr. Alors, quand voulez-vous qu'il puisse avoir l'idée de se mettre à voler, quoi? C'est compliqué. Ben, nous, c'est pareil. En fait, on arrive dans la société à la naissance et on va, par les processus de socialisation dans la famille, dans l'école, par les médias, en fait, on va incorporer tout ce qui fait fonctionner la société. Ça va façonner nos façons de sentir, de penser, de parler, d'agir. Ce qui fait que on y est intégré et que d'une certaine manière, on va même entretenir le système sans même en avoir conscience, quoi. Et c'est ce qu'on appelle l'habitus. On va intégrer ça. Et Pierre Bourdieu dit on va développer un sens pratique. Pour reprendre la métaphore du poisson, on va apprendre à nager plus vite, en fait. À nager plus vite que les autres. Et nous non plus, jamais on va se demander si on pourrait voler. Alors avec Tiffaine et Julien, vous voyez, on a des poissons assez semblables, on a des nageoires qui se ressemblent, les branchies, bon, pas trop de différence. On nage dans le même océan, mais il faut croire qu'on n'était pas tout à fait à la même profondeur, en fait. Alors ça va nous obliger à parler des classes sociales. S'il y a des gens qui se sentent mal, on a des bonbons d'oxygène. Par exemple, alors qui est de la classe moyenne là? Bien. Alors moi, la classe moyenne, ça m'interroge parce que on entend souvent dire « Oui, la classe moyenne, c'est encore nous qu'on trinque ». C'est pas faux. Mais en même temps, quand on entend cette phrase, on entend aussi en creux « Oui, les puissants, de toute façon, ils sont puissants, donc bon, on voit pas comment ça va changer. Mais les chômeurs et les pauvres, il faudrait qu'ils arrêtent de nous bouffer la laine sur le dos. » On a tous un petit côté Laurent Wauquiez, en fait. C'est comme ça. Et du coup, moi, je me suis dit, mais bon, la classe moyenne, à quoi ça sert? À qui ça sert? Et finalement, est-ce que ça existe? Alors, Marx définissait les classes comme ça, d'une façon objective, c'est ce qu'il appelait la classe en soi, et d'une façon subjective, la classe pour soi. Alors, d'une façon subjective, on a vu, on est quand même un certain nombre à s'y croire. Je ne sais pas d'ailleurs si ça doit être un idéal de vouloir être moyen, mais bon. Donc subjectivement, on va dire que ça existe. Objectivement, on pourrait dire oui et non. Parce que bon an, mal an, tous les gens qui bossent, qu'on soit instit, médecin, avocat, communicant dans la pub, ouvrier, on se lève le matin pour aller gagner notre croûte, on est une forme de prolétaire, tous. Bon, certains remplissent le frigo un petit peu plus vite que les autres, et certains font un peu plus que remplir le frigo. Et puis, quand même, il y a aussi un deuxième aspect. Alors là, c'est un autre sociologue qui s'appelle Alain Cardo, qui dit qu'au XVIe siècle, l'aristocratie et ensuite la bourgeoisie s'enrichissent, notamment par la colonisation, et en fait vont développer le commerce, plus tard l'industrie, développent les loisirs. Et en fait, ils ont besoin au bout d'un moment d'une main-d'œuvre plus qualifiée pour encadrer ceux qui vont rester ouvriers. Et cette main-d'œuvre plus qualifiée qui va organiser le travail, et ben c'est un peu l'ancêtre de ce qu'on va appeler la classe moyenne d'aujourd'hui. Alors c'est intéressant cette approche parce qu'on voit que finalement la classe moyenne, elle doit sa position surélevée par rapport aux couches populaires, finalement au système tel qu'il existe et tel qu'il profite à l'oligarchie, quoi. Ce qui fait que inconsciemment, surtout qu'elle n'a peut-être pas conscience de baigner dans cet océan, inconsciemment, elle doit se dire qu'elle n'a peut-être pas forcément intérêt au changement. Hein. Vous savez ce qu'on dit, on sait ce qu'on perd, on n'est pas sûr de savoir ce qu'on va gagner, quoi. Donc ça, c'est la première idée. Et puis la deuxième, c'est que finalement, si elle est là, au milieu, c'est un petit peu la clé de voûte. Donc à la fois, c'est celle qui fait tenir le système, mais c'est peut-être celle qui, si elle décidait d'arrêter de jouer le jeu, pourrait le faire s'effondrer, quoi. Donc vous voyez que voilà, tout ça, ça m'amène à l'idée que pour que ça arrive, il faudrait quand même qu'il y ait des prises de conscience qui s'opèrent, de savoir que on est en train de nager, qu'il y a l'océan autour de nous, d'avoir compris toutes ces histoires peut-être de classe sociale, et l'éducation populaire politique, c'est ce qu'elle prétend essayer de faire, c'est ce que nous on a rencontré dans nos parcours, c'est ce qu'on va vous expliquer maintenant, et la conférence gesticulée, c'est d'ailleurs un moment de ça. Bon, on l'a fait cette réunion? Ah, parce que moi j'ai réservé la salle jusqu'à 22h30 et une
réunion une demi-heure en retard, et bon, voilà, ce serait bien qu'on commence. Bon, alors c'est quoi l'ordre du jour? Ah bah je sais pas, moi j'ai réservé la salle et j'ai fait le café, hein, alors ça va, hein. On peut pas tout faire. Du jour, on commence par le point politique. Bon, bah d'accord, et qui c'est qui le fait? Tiens, Tiffen, tu fais le point politique? Moi? Non, normalement, c'est Jean-Jacques qui fait le point Non, politique. mais Oui, c'est attends, Jean-Jacques. avant Jean-Jacques, et le jeune là, qui attendait devant la porte là tout à l'heure, peut-être qu'il a fait Sciences Po, il peut peut-être nous le faire le point politique, non? Le jeune. Quel jeune? Qui attendait devant la porte là. Ah, c'était un nouveau. Ah zut! Il avait l'air un peu perdu, le garçon. Hein. Ah oui, pardon. Je discutais avec lui, il savait même pas qui était Gramsci. Alors. J'avais pas compris qu'il venait à notre réunion, enfin je lui ai pas adressé la parole, hein, donc c'est nickel. Ouais. Bon, voilà, et Jean-Jacques n'est pas là, il s'excuse hein, d'ailleurs, il est allé à une. Il nous représente, nous et notre parti, à une réunion du collectif antilibéral. Ah mais il est très Je ne sais pas à quelle heure il va venir, mais peut-être il pourra nous raconter comment s'est passée la réunion. Voilà. Et bah, peut-être on peut attaquer, et puis Jean-Jacques il nous racontera son truc après. Puis le point politique, tu sais, Jean-Jacques il fait comme nous, hein. Il lit la presse, il regarde Facebook, et puis il nous raconte ce qu'il a compris. Donc je sais pas, nous on fait la même chose, on peut faire la même chose collectivement. Tiens, Tiffen, qu'est-ce qui t'a indigné toi cette semaine? Bon, arrête, tu vois bien qu'elle n'a pas envie de parler. Tu continues de l'embêter avec ça, on ne va pas obliger les gens à parler quand ils n'ont pas envie de parler. Bon, bah alors je sais pas, faisons le calendrier des actions. Alors. Ah oui, le calendrier, Alors. c'est bien. Non, mais les actions, mais c'est n'importe quoi. Comment vous voulez qu'on décide de ce qu'on fait si on n'a pas d'abord analysé la situation hein, à une échelle macroscopique, globale, mondiale, puis nationale, et puis ses implications au niveau local. Et puis il faut qu'on reste en cohérence avec la ligne du parti, je vous le rappelle. C'est oui. Donc il faut dire qu'en ce moment il n'y a pas de campagne, on n'a pas de matériel, alors les actions forcément c'est limité. Enfin bon, moi je sais pas, mais on n'a encore que 3 quand même, je sais pas pourquoi. C'est vrai qu'à 3 on va pas faire grand chose, hein. Non. Bah, peut-être que le mieux c'est de reconvoquer une réunion. Oui, bah voilà, on a qu'à... On va faire ça. Bon, on peut reconvoquer une réunion. Et puis si on peut vérifier que Jean-Jacques est bien disponible. Oui, d'accord, bah, je m'en occupe alors, Ouais. d'accord. Merci. Ok. Mais évidemment qu'elle va s'en occuper. Oui, bah ça va, je suis pas une bécasse, hein. Mais attends, personne n'a dit ça, on est dans un parti féministe. Oui, justement. d'accord. Je m'en occupe. Mais- oui, alors en fait, c'est ça, il y a quand même des petits freins, outre l'accueil, la capacité à donner envie à des gens de venir à une réunion, etc. Et puis aussi tous ces phénomènes de domination en cascade, quoi. C'est-à-dire comme s'il n'y avait que des gens, il y avait qu'une certaine partie des gens qui avaient la capacité de faire le point politique, ou comme si le point politique ne pouvait pas être partagé, ou comme si, de façon générale, toute forme de discussion, on va dire intellectuelle, il n'y avait que certaines personnes qui étaient capables de les faire, quoi. Et en fait, toutes ces dominations-là, elles sont à l'œuvre en permanence dans tous nos collectifs. Bon, moi, je vous dirais que, par exemple, j'ai mis longtemps avant de comprendre que le fait d'être une femme, ça me compliquait l'existence. Voilà, pendant longtemps, je disais, oh, je me suis mal exprimée, j'étais là, je disais, moi j'aimerais bien qu'on fasse plutôt comme ils font dans l'éducation populaire, mais je m'excuse, hein, vous voyez, enfin ce truc-là. Et en fait, le moment où j'ai commencé à comprendre que c'était juste que je me sentais pas assez légitime du fait de mon genre et que j'avais toujours été habituée à m'excuser, de prendre la parole, à plutôt essayer de m'effacer. Puis vous voyez, il y a des choses, moi régulièrement, voilà, enfin, je raconte ça dans une autre conférence gesticulée, mais voilà, le jour où j'interviens, je prends mon courage à deux mains, je dis, moi j'aimerais bien qu'au parti de gauche on fasse de l'éducation populaire et tout, et on me dit, oh, t'es vraiment adorable, comme ça, et vous voyez, enfin, tous ces genres de remarques, quoi, je dis, t'as vu ma conférence gesticulée, tu l'as vu, j'avais envoyé le lien et tout, on dit, ah ouais, bah dis donc, t'as un sacré décolleté. Bon, et ben en fait, c'est le genre de remarques, si vous voulez, vous êtes tranquille, moi pendant 6 mois, je viens plus aux réunions, je ferme ma gueule, quoi, vous êtes sûr et certain que je vais pas y arriver. Mais après, du coup, quand j'ai pris conscience de cet état de fait, quoi, ça m'a fait du bien déjà, ça m'a libérée, j'ai arrêté de culpabiliser pensant que j'étais nulle. Et puis, ça m'a permis de dépasser ça, mais bon, on ne se départit jamais complètement de son histoire non plus. Mais je ne m'étais pas rendu compte que moi aussi, je pouvais être quelqu'un qui domine. En fait, les dominations, c'est des jeux qui sont là en permanence. Et on ne les voit pas, on ne s'en rend pas compte, particulièrement si on est dominant. Moi, je travaillais dans un centre social. Vous connaissez les centres sociaux, les centres socioculturels, les maisons de quartier, enfin voilà, je travaillais dans ces trucs-là. J'étais la directrice. J'étais à Trappes, voilà, précisément.
Et moi j'avais l'impression que comme j'étais avec les habitants, qu'on faisait des choses ensemble, qu'on était pareil quoi. Enfin, voilà, c'était... Et puis un jour il y a eu un problème, la piscine de Trappes elle était cassée, et donc il a fallu qu'on aille dans la ville d'à côté, hein, qui est une ville plutôt classe moyenne sup on va dire, et du coup très blanche, on est allé dans la piscine d'à côté. Et quand je suis arrivée avec les trappistes dans cette piscine-là, j'avais jamais vu ça de ma vie, je l'avais jamais vécu. On se faisait siffler tout le temps, les mamans se faisaient engueuler parce qu'elles ne surveillaient pas suffisamment leur môme. Il y a même une gamine qui s'est fait engueuler par la maître nageuse qui lui a dit « Toi, on t'a dit que tu n'avais pas le droit d'être toute seule, elle est où ta maman hein? C'est pareil pour tout le monde, même pour Trappes. » Mais en fait, la gamine n'était pas avec notre groupe, elle était juste noire. Et moi, je me suis mise dans une colère, mais un truc, j'ai dit « Mais c'est inadmissible !» et tout, j'ai hurlé « Appelez-moi le directeur de cette piscine !» Enfin bon, j'étais dans un état pas possible. Les mamans qui me calmaient en me disant « Mais tu fais, on a l'habitude, t'inquiète pas, ça va. » J'ai dit « Non, c'est honteux. » Enfin, j'étais... Et bon, ça s'est passé, on en a rediscuté quelques jours plus tard, et il y a une maman là qui me dit oui mais tu sais Tiffaine, faut pas que tu t'inquiètes, parce que vous les catholiques, ça se passe comme ça. Et je fais mais pourquoi moi, vous les catholiques, pourquoi vous, pourquoi catholiques, enfin je comprenais pas. En fait j'ai compris, juste j'étais blanche quoi. J'étais blanche, j'étais la directrice du centre. Et moi je croyais qu'on était pareil avec les familles qui venaient au centre. Mais non, pas du tout. J'ai jamais vécu ce racisme-là qu'elles ont vécu. Enfin, elles, je dis elles, enfin les familles, ces familles-là ont vécu. J'ai jamais vécu cette discrimination. Et en plus, j'étais la directrice du centre, ça m'assure un statut. Quand moi, je suis allée hurler sur la maître nageuse en disant « Appelez-moi le directeur », je pouvais dire « Je suis la directrice du centre. Je vais en parler au maire de Trappes et ça va gueuler. » Vous voyez une maman arriver comme ça en disant « C'est un peu de la discrimination ce que vous êtes en train de faire ?» Bah non. Et en fait, ces trucs-là, il faut être super vigilant. Parce qu'on ne sait jamais de quel côté on est, avec toute la bonne volonté du monde. On n'est jamais complètement certain d'être du bon côté. Et en fait, dans toute œuvre collective, on a intérêt à être vraiment, vraiment attentif à ça. C'est quoi après? C'est Julien. C'est moi, mais pourquoi encore moi? Je vais continuer à vous raconter mon parcours de militant. Et pourquoi en fait je pense que je me suis mis à militer assez tard. Oui, j'ai un petit complexe, j'ai commencé qu'à 28 ans à vraiment militer. Non, je dis ça parce que dans les partis on trouve plein de gens, c'est la surenchère quoi. Moi à 17 ans je bloquais mon lycée. Je menais les troupes étudiantes. Moi non, j'étais chez moi, je lisais des livres. Alors j'ai essayé de retrouver si dans mon passé j'avais pas un petit peu des tentatives de passage à l'acte. Donc on a fouillé avec les copains, on a cherché, ça fait partie de la fabrication de la conférence gesticulée, chercher qu'est-ce qu'on a pu faire. Alors moi je me souvenais de choses. Quand je suis arrivé, le Choixpeau m'avait promis un bel avenir d'ingénieur, donc je suis allé en école d'ingénieur. J'avais compris que les écoles d'ingénieurs, c'est pas trop l'endroit où il faut parler politique. Voilà. Du coup, je l'ai mis en sourdine. L'histoire se rappelle à nous, et puis à un moment donné, il y a eu la lutte contre le contrat première embauche, le CPE. J'étais à Paris à cette époque-là, et... Alors, mes parents, moi, ils avaient l'habitude de m'amener en manif, là où j'ai grandi, à Nice. Bon, à Nice, quand on est 200 en manif, on est content. Et là, je sais pas si certains participaient aux manifs du CPE à Paris. Non? Ici, non? C'est dingue. Enfin, c'est le monde qu'il y avait. Moi, une fois, j'ai dû partir, j'en avais le tournis. Il y avait trop de monde. Je n'étais pas habitué à ça. Non, vraiment, ça m'a pris comme ça. J'ai fait, mais c'est quoi tous ces gens? Bon. Et une autre fois, on s'était motivé avec des copains d'école d'ingénieurs. Nous, on n'acceptait pas qu'on nous dise non, mais le CPE, le contrat première embauche, la précarité, ça ne vous concerne pas. En fait, je ne sais pas si tout le monde se souvient de cette histoire, mais il s'agissait déjà de proposer des contrats un petit peu plus précaires, soi-disant, parce que ça facilitait l'embauche des jeunes, parce qu'ils n'avaient pas assez de travail. C'était déjà la mode, hein, cet argument, il revient souvent. C'est les jeunes, comme on ne veut pas les embaucher, on va leur faire des contrats tout pourris, comme ça on pourra les recruter pas cher, et du coup ils vont avoir plus de boulot. Bon, je vous laisse admirer le raisonnement. Et donc, en école d'ingénieur, on disait non, nous, on est l'élite de la nation, c'est pas pour nous, pourquoi vous vous concernez de ces trucs-là? On est quand même allé avec quelques copains
Alors j'en avais trouvé 3-4 qui étaient un petit peu plus dégourdis que moi, un peu plus avancés, et puis il leur a fait ouais, on va faire une banderole. Ok, on va faire une banderole. Alors, ils avaient fait une super banderole. Il y avait écrit, alors moi j'étais aux arts et métiers, et il y avait écrit arts et métiers en lutte. CPE, abrogation. On était fiers avec notre banderole. On était 5, les arts et métiers. On était là en défilé avec notre banderole, on était trop fiers. Le lendemain, dans le journal, il y avait la couverture dans les journaux de ces manifs du CPE. Vous voyez un peu le truc, genre, ah, les jeunes dans la rue, la violence et tout ça. Puis il y avait une photo en pleine page d'un journal qui n'était pas spécialement le journal de gauche. Il y avait une photo, une vue aérienne, vous savez, comme ils aiment bien en prendre des manifs. Et au premier plan, là, j'avais la banderole, arts et métiers en lutte. Waouh, le copain me dit, ah, c'est la classe. Ah ouais, là on était fiers, là on se disait c'est bon, tout le monde va nous rejoindre, on va renverser la table, enfin ça va être génial, quoi. Non. En fait, les copains qui ont été identifiés comme ayant fait la banderole ont été convoqués. Ont été convoqués par des gens qui représentent l'institution et aussi des anciens élèves qui leur ont dit non les jeunes. Vous avez les idées que vous voulez, mais vous ne mettez pas le nom de l'école. Et parce qu'en fait, dans les écoles, une école d'ingénieur, fondamentalement, ça sert en partie, c'est une marque. C'est-à-dire que c'est un diplôme avec une marque, et donc il faut protéger la marque. Ça ne se fait pas chez nous de faire ça. Voilà. Donc vous arrêtez vos bêtises. Ah, ok. Donc moi, je m'étais fait engueuler quand j'avais voté en 2002, je me fais engueuler, les copains se font engueuler quand on fait une banderole. Bon, je l'ai mis en veilleuse pendant quelques années. Après, je me suis émancipé du corps des ingénieurs, j'ai décidé que je voulais faire de la recherche. Il fallait que je fasse plus de diplômes, alors j'ai fait une thèse. C'était plus long. Donc je suis arrivé à l'université, je me dis, ah, l'université c'est génial, c'est tous des gauchistes. Ah ben non. Alors en 2009, il y avait les mobilisations. Ah oui, c'était pour l'autonomie des universités, et donc on voulait donner l'autonomie budgétaire aux universités et réformer le statut des enseignants-chercheurs. Bon, on se trouve avec 3 copains, on se dit, bah tiens, on va faire une banderole. Allez, on fait la banderole, laboratoire en lutte. Hop, pareil que Maxime, moi il y avait mon bureau qui donnait sur la route, paf, la banderole sur le bureau. Il y a les copains qui ont été identifiés comme meneurs. Visiblement, j'avais pas un charisme de leader. Les copains qui ont été identifiés comme les meneurs ont été convoqués. On les a fait asseoir, on leur a dit les garçons, ça se fait pas, fais pas ça chez nous. Voilà. Donc, attends, je vais vous lire un truc. Ça, c'est spécial pour vous. Hein. Je l'ai reçu il y a 3 jours. Prévenir la radicalisation dans l'enseignement supérieur. Bon, vous imaginez que derrière radicalisation, je sais pas, on commence à parler de terrorisme, des choses comme ça. Caractériser la radicalisation. Elle se définit comme un processus par lequel une personne ou un groupe de personnes conteste l'ordre institué en adoptant une forme extrême d'action. Celle-ci est liée à une idéologie qui peut être politique, sociale ou religieuse. Bon, j'étais en train de me radicaliser, là. Manifestement. Donc, voilà, moi j'aimais bien ce que je faisais, mes études, etc. J'aimais bien, j'avais envie d'adopter tous les codes des ingénieurs, je l'ai fait. J'ai adopté tous les codes des chercheurs, etc. Mais on ne me laissait pas faire ce que je voulais. Ouais, donc, je sais pas, c'est mes opinions politiques, les combats que j'ai envie de mener, ça ne les regarde pas. Fichez-moi la paix, quoi. Pourquoi vous mêlez ce que je fais? Arrêtez. C'est quoi ces corps-là, l'ingénierie, recherche, qui m'empêchent de faire ce que je veux, quoi? Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite, résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Prouve
sont pas sympas les copains. Résiste. Du coup, ils me font planter. Ouais, alors résister. Je sais pas comment vous savez comment on fait pour résister. Vous avez un manuel du résistant Oui. Non? Ouais, un manuel du résistant, c'est quoi ta référence? Ouais, t'as des tactiques, quoi, tu vois, tu t'attaches avec des trucs dans des tonneaux. Ah, l'action non violente? Non, c'est pas ça? Alors, j'ai pas dit ça, moi. Hein. Ok, ok. Ok, de faire opposition de son corps pour provoquer une lutte. Ouais. Nous, bêtement, on s'est dit, bon, on va aller voir dans les modèles historiques des résistants, quoi. On va aller piocher dans les modèles. Maurice Pinéjol, c'est comme une leçon pour moi de ne pas baisser les bras. C'est-à-dire que constamment dans la vie militante, on se dit mais à quoi ça sert, à quoi bon, on est encore en train de perdre. Les vies militantes sont des belles vies. Entre quelqu'un qui passe sa vie à compter ses sous, ses propriétés, des trucs comme ça, et la vie d'un militant, j'ai pas l'ombre d'une hésitation. La vie militante est généralement une vie riche. J'ai 92 ans bientôt. Malgré l'âge que je subis, comme tout le monde, mon sentiment extrêmement fort est d'être incroyablement privilégié. Nous avons eu une très belle vie. Pour tout ce que j'ai connu, je n'en vois pas de meilleur. Ce matin du 11 février 1951, c'est le bâtisseur de la sécurité sociale que l'on enterre. 1 million de personnes se sont donné rendez-vous au cimetière du Père-Lachaise, jamais vu depuis. De qui s'agit-il? D'Ambroise Croizat, ministre du Travail à la Libération. On a toujours plus ou moins manqué d'argent. Mais enfin, on se débrouillait. C'est-à-dire que bon, papa n'avait pas grand besoin de... donc, ce qu'on lui donnait, il s'en arrangeait. Il a toujours vécu comme ça, moi. C'est le parti qui touchait les payes. De tous les députés, logiquement, communistes. Mais c'était un accord, personne ne trouvait ça normal. Il fallait que le parti vive aussi. C'était son seul moyen de vivre aussi, en partie. Ce sont les élus qui faisaient vivre aussi. Donc, le parti pensait qu'une paye de députés aurait pu leur donner une envie d'embourgeoisement et que pour qu'ils continuent à défendre les ouvriers les plus pauvres, on leur donnait une paye d'ouvriers spécialisés. Je rappelle que Croizat était secrétaire de la Fédération des métaux, de la CGT, qu'il est mort d'épuisement à 50 ans et qu'il a eu un enterrement à la Victor Hugo. Ouais. Ouais, le modèle, quoi. On a peut-être tapé un peu haut, là. Je veux dire, Ambroise Croizat, créateur de la Sécu, puis qui est mort d'épuisement. Il a un peu résisté pendant des années. Il faut... Ouais, aussi, ouais. Bah, c'est le côté militant sacrificiel, quoi. Ouais. Dire c'est un peu dur ça. Puis moi franchement je vous avoue je me sens pas trop d'être Ambroise Croizat, quoi. Non alors c'est parce qu'Ambroise Croizat on dit qu'il a créé la Sécu. Donc qu'est-ce qu'il a fait en fait quand il était ministre? Il a signé le décret instaurant le régime général de sécurité sociale en 1946. Alors c'est super qu'il y ait des élus comme ça qui puissent signer et puis changer un peu la donne. Alors ça c'est clair que la sécurité sociale, ça a complètement changé la donne. C'est une vraie révolution. D'ailleurs, il y a pas mal de gouvernants qui n'ont toujours pas digéré, donc ils l'attaquent régulièrement. Mais en fait, ce qu'explique Bernard Friot, qu'on a entendu aussi, qu'on a entendu commenter la mort d'épuisement d'Ambroise Croizat, c'est que, en fait, évidemment, c'est pas juste une signature qui a mis tout ça en place. Il préexistait toutes sortes d'initiatives, d'organisations sur le territoire. En fait, il faut que préalablement, des gens se soient saisis de l'organisation de la santé sur le territoire et déjà ouvert
des expérimentations pour qu'un jour, on puisse déjà savoir que ça marche à une échelle locale, qu'on puisse le généraliser. En fait, c'est à ça que servent nos expérimentations, en fait. C'est essayer d'aller chercher un peu partout ce qui est possible et ce qu'on peut rendre possible à une échelle plus globale. Et là, c'est super parce qu'on voit vraiment les deux, tout ce qui a préexisté, toutes les pratiques de soins qui ont pu préexister avant. Et un jour, quelqu'un qui dit, ben voilà, je vais sanctuariser ça dans la loi. Et qui nous donne ce dernier coup de pouce pour vraiment créer la révolution qui était la création du régime général de sécurité sociale. Donc c'est vraiment l'articulation entre les deux qui nous intéresse, des expérimentations et là, en l'occurrence, de la présence d'un élu. Du coup, c'est vrai que la sécurité sociale, c'est une révolution. Probablement, on peut considérer que c'est une des rares révolutions pacifiques. Si on tient compte du fait qu'on a la libération, qu'il a fallu quand même résister pendant des années, et que ça était pire que violent, enfin c'était l'horreur, et que à la libération, le Parti communiste est encore armé, que le rapport de force est là, etc., on peut considérer que, certes, ça s'est fait légalement par la signature d'un décret, mais qu'il y a quand même un rapport de force qui est suffisamment puissant pour qu'on puisse se dire que de toute façon, soit ça se passe pacifiquement, soit ça va se passer violemment. Mais donc il y a quand même cette notion de rapport de force qui reste extrêmement présente. Nous, on s'est quand même posé la question, du coup, c'est quoi une révolution ? Parce que bon, la définition, c'est un changement radical, c'est-à-dire une insurrection, même armée, ça ne suffit pas à faire une révolution. Ce qui fait qu'il y a révolution, c'est quand il y a un changement radical, un changement politique radical. Alors on s'est appuyé sur les travaux de Mathilde Larère, que peut-être vous connaissez parce que maintenant elle passe beaucoup, elle fait des lives sur Mediapart, elle fait des chroniques d'arrêt sur image, donc c'est une historienne qui est spécialisée dans les révolutions, voilà, et qui avec un groupe de chercheurs, ils ont fait ce bouquin qui est accessible en plus petit format, et qui recense, qui raconte toutes les révolutions qui ont lieu jusqu'à les dernières du printemps arabe. Et en fait, il y a cette histoire de changement radical, mais du coup, ils ont pu aussi, dans ce groupe de recherche, se rendre compte que, en fait, pour qu'il y ait possibilité de renversement du pouvoir en place, il faut toujours qu'il y ait alliance de classe. Ça ne peut jamais se faire, c'est jamais une qui toute seule va... Voilà, c'est toujours une alliance de classe. C'est toujours une alliance de classe. La difficulté, c'est qu'une fois que cette alliance de classe a pris le pouvoir, eh ben, il y en a toujours une qui prend l'ascendant sur l'autre, et une qui se fait chasser du pouvoir. C'est ce qui fait qu'il y a des révolutions bourgeoises. Voilà, la révolution de 1789 est une révolution bourgeoise, où en fait les plus pauvres, les plus démunis se font exclure, se font chasser du pouvoir après 1789. 1793, c'est... alors évidemment, hein, le truc c'est que tout le monde dit 1793 c'est la terreur. 1793, le taux de mortalité a baissé. Alors, on peut regretter le guillotinage un peu sauvage, effectivement. Voilà. Néanmoins, la mortalité a baissé parce qu'on est passé d'une révolution bourgeoise à une révolution sociale, où là les gens avaient de quoi manger, avaient de quoi se soigner, etc. Et donc la population la plus pauvre, la plus démunie, avait accès à ce qui lui permettait de survivre. Et donc il y a eu comme ça voilà, la possibilité de faire des typologies, des types de révolutions. Et le fait est que, en fait, très rapidement, les révolutions sociales se font rebalayer par derrière assez vite par les puissants de l'argent, puisque de plus en plus, au fur et à mesure où le temps a passé, où l'histoire a passé, c'est le capitalisme qui est devenu vraiment la règle et qui a commencé à vraiment envahir toutes les sphères de la société. Et donc aujourd'hui, il a acquis une telle puissance que ça devient très compliqué d'imaginer comment le chasser des manettes. Mais donc, vraiment, la question des révolutions, c'est toujours cette idée-là. Et donc, ça a été important pour nous aussi de se dire, ça vaut le coup de se renseigner sur ces différents types de révolutions, aussi pour prévenir les contre-révolutions. Parce qu'aujourd'hui, la Sécu, on voit bien dans quel état elle est et dans quel état l'ont mise les différents pouvoirs. À l'origine, la sécurité sociale, elle était gérée uniquement par les salariés. Puis on a instauré le paritarisme, voilà, en disant quand même les patrons ils peuvent gérer à égalité avec les salariés, etc. Et petit à petit, cette notion d'autogestion par les salariés de leurs propres risques, santé, travail, famille et retraite, enfin vieillesse,
Et ben ces 4 risques-là qui étaient définis, c'était les salariés eux-mêmes qui géraient leur caisse de retraite. Dans le film La Sociale, c'est très bien raconté comment les premières caisses, les premières CPM, comme on les appelle maintenant, elles étaient gérées par les gens eux-mêmes, etc. Et donc ça, c'est quand même vraiment un acquis de l'autogestion, de l'histoire de l'autogestion et de l'autogestion ouvrière. Alors, on a vu dans des phénomènes révolutionnaires et pour prévenir la contre-révolution, il y a toujours des histoires de rapport de force et il y a une dimension évidemment matérielle du rapport de force. S'il n'y avait pas eu ces petites mutuelles qui existaient avant, il n'y aurait peut-être pas eu la grande sécu derrière. Si les résistants et les communistes en particulier, ils n'avaient pas gardé les fusils, peut-être que ça aurait été plus difficile de l'instaurer. Mais il y a aussi une dimension idéologique. Et par exemple, il y a un certain nombre de résistants pendant l'occupation, donc ils étaient quand même occupés à lutter contre l'ennemi, et ben ils se posaient aussi des questions sur la culture et sur l'éducation. Parce qu'ils se demandaient, mais comment c'est possible que le nazisme ait pu naître en Allemagne, alors que c'était quand même un pays éduqué? Comment est-ce que c'est possible que la collaboration était possible en France, alors que pareil, les gens allaient à l'école, et en particulier, comment c'était possible de la part des élites qui, eux, allaient dans les grandes écoles? En fait, ils se sont dit, il ne suffit pas d'être à l'école pour être un humaniste, pour être un républicain, pour être un démocrate, quoi. Et peut-être qu'à l'école, on n'apprend pas suffisamment à aimer la démocratie, l'égalité, le triptyque, liberté, égalité, fraternité, et on n'apprend pas suffisamment non plus comment on s'y prend. Et donc ils ont d'ailleurs à la Libération en 1945, ils ont créé une espèce de ministère qui s'appelait la Direction de l'éducation des adultes et de l'éducation populaire, parce qu'ils se sont dit, mais l'éducation, il faut en faire tout au long de la vie. Mais il faut le faire sur un mode, l'éducation du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors ça n'a pas duré très longtemps, cette direction de l'éducation populaire, parce que dès 1948, c'est passé à la trappe, mais il n'empêche que l'idée, elle était lancée. Et par exemple, il y a un monsieur comme Joffre Dumasdier qui a lancé une association qui s'appelait Peuple et Culture, et qui a continué d'essaimer, et aujourd'hui encore, bon nombre des SCOP et des associations d'éducation populaire, en fait, elles s'inscrivent dans cet héritage-là. Et nous aussi, on s'inscrit dans cet héritage-là, et c'est les rencontres qu'on a fait au cours de nos parcours militants qui nous ont fait découvrir ça, et qui ont transformé notre façon de militer. Et on va revenir quand même sur le parcours de Julien, et l'évolution de son parcours militant qu'il va nous raconter. Ouais, c'est comment on passe... Ce que je voudrais vous dire, c'est comment moi je suis passé de militer dans un format un peu traditionnel à militer dans un format de l'éducation populaire. Qu'est-ce que ça a changé en moi aussi en tant qu'enseignant, parce que du coup aujourd'hui je suis enseignant-chercheur, et du coup comment ça m'a affecté d'un point de vue pédagogique aussi. Donc je vous dis, en fait, moi quand je suis arrivé, j'ai commencé à militer dans le parti, en fait je savais pas très bien à quoi je pouvais servir. Bon, ok, j'avais fait des études longues, etc., mais je me disais, j'y connais rien en politique. Moi, j'ai fait sciences. J'ai pas fait Sciences Po. Voilà, c'est quand même très différent. Moi, je m'occupe de physique et je m'occupe pas de sciences politiques. Donc, je savais pas vraiment à quoi je pouvais servir. C'est pas moi qui allais écrire la ligne du parti. C'est pas moi qui allais décider de la théorie. Vous voyez un peu la théorie dans les partis politiques? Je sais pas si vous voyez. Bah, si, forcément, vous avez été au contact de la théorie dans les partis politiques. Mais si, en fait, vous avez été, ça se distribue par paquet de 500. C'est voilà, format A5, on appelle ça des tracts. En fait, c'est là-dedans que vous avez écrit la théorie, puis on vous les donne pour que vous pensiez comme nous. Donc moi, au début, je savais pas quoi faire, alors je suis allé distribuer la théorie. Voilà, donc je me mettais là, et puis j'avais des tracts, et puis bonjour monsieur, la théorie, bonjour madame, la théorie, voilà. Bon, c'était chiant. Ça m'a... Alors, c'est pire que ça les tracts, hein, je vous jure, parce que vous voyez, enfin, pour ceux qui ne militent pas dans des partis ou qui ne distribuent pas de tracts, vous voyez que le bout de la chaîne. C'est-à-dire que les tracts, avant, il faut qu'il y ait des gens qui aient réfléchi à quel tract on allait faire, il y a des gens qui l'écrivent, il y a des gens qui le corrigent, il y en a d'autres qui viennent juste à la fin pour déplacer les virgules et les points, il y en a qui le maquettent, ensuite il y a un imprimeur qui les imprime, ensuite on fait des palettes, ensuite on enveloppe les palettes, ensuite elles partent par camion, ensuite elles arrivent à des endroits, ensuite il faut déballer les palettes, ensuite il faut les mettre dans sa voiture, les stocker dans son garage, appeler les copains pour faire « il t'en reste, il t'en reste, il t'en reste ». Et au final, après, en vrai, il vous en reste plein, parce que c'est jamais possible d'avoir le nombre de tracts qu'il faut pour les gens que vous allez rencontrer. En fait, vous en avez plus, et donc tout bon militant a son garage rempli de tracts. Donc c'est épuisant.
Ça fait même pas, quand ils sont imprimés recto verso, ça fait même pas des brouillons. Bon alors moi ça m'agaçait et du coup je me suis dit bon à quoi je peux servir, je suis prof, donc je vais aller expliquer des trucs aux gens dans la rue. Voilà, alors je suis allé expliquer des trucs aux gens et donc on s'est mis à faire, je retrouve ma petite affiche, on s'est mis à faire ce qu'on appelait des topos citoyens. Alors c'était trop bien, je remplissais 10 pages de paperboard et je prenais un thème par exemple, qu'est-ce que j'ai fait là? Les retraites, tiens ça va revenir, peut-être il va me resservir. Les retraites, et en fait en 10 minutes, alors c'est pas vrai ça, c'est juste pour vous expliquer en quoi ça consiste. J'arrivais dans la rue, je le mettais sur un paperboard et je faisais le guignol comme je fais en classe. C'était mon métier, donc c'était cool, je pouvais expliquer aux gens les courbes, les chiffres du chômage, etc., la répartition entre capital et travail, pourquoi on s'était fait avoir, etc. C'était super. Franchement, je m'éclatais, et puis alors il se passait des trucs surprenants. Je faisais ça dans la rue, je faisais le guignol, et puis à la fin, les gens, ils venaient, ils me remerciaient. Ouais, ok. Ils me souriaient. Je veux dire, une fois où j'ai distribué un tract, il y a un gars qui est venu me voir, et il me dit bonjour jeune homme. J'espère que vous êtes bien payé pour faire ça. Alors moi je dis, non, je suis bénévole, je fais ça. Il me regarde et me dit, bah vous êtes bien con. Alors du coup je faisais des topos citoyens. Vous allez me dire, bon bah t'es gentil mais t'as pas changé grand chose en fait. Hein. T'es passé du format A5 au format 0. Quoi. Puis je vous raconte pas, c'est hyper chiant à transporter un paperboard. Donc oui, effectivement, j'étais encore en train d'expliquer aux gens. J'étais en train de me dire, en fait, ils passent pas à l'action parce que, en fait, ils en savent pas assez. En fait, j'avais cette conscience, j'avais cette croyance que, en fait, l'action, la mise en mouvement est liée à la quantité de savoir qu'on a. En fait, c'est pas le cas. Ça peut paraître très trivial une fois qu'on le dit, mais on a vraiment cette... C'est de là que ça vient. En fait, il faut qu'on lise plus de bouquins, il faut qu'on explique mieux aux gens, il faut qu'on soit plus... Alors les pires, il faut qu'on soit plus pédagogique. Voilà, parce qu'en fait, les gens n'ont pas compris. Je vais récupérer, vous m'excusez, je récupère un peu mes notes pour pas me perdre. Comme j'ai des trucs qui tiennent à cœur, je voudrais vous dire dans l'ordre. Ah ouais. Alors, les militants, ils ont les... militants de parti, souvent, on nous propose d'avoir les tracts, et puis on a un autre truc, c'est le programme. Alors, le programme, c'est notre Bible. On a le programme. Le programme, c'est là où se décrit le monde meilleur qu'on aimerait avoir. C'est le monde idéal. Alors, j'ai trouvé, ceux qui s'intéressent à ces questions, là, dans ce petit bouquin d'Angélique Delray et Miguel Benassayag, de l'engagement dans une époque obscure. C'est assez petit, ça coûte que 6 €, mais ça vaut le coup, c'est très très drôle. Ils y dénoncent la figure du militant triste, ça m'a beaucoup fait rire. Je vous lis un petit passage, et ça a à voir avec le programme et la militance. Donc ils écrivent que l'engagement, la militance, implique la croyance en un arrière-monde, un monde derrière celui-ci, le paradis sur terre rêvé, la société de fin de l'histoire, au nom de laquelle on se bat, qui justifie la lutte, le sacrifice de cette vie, sur le côté sacrificiel, et que l'engagement a pour but de faire advenir. Le militant est comme un ambassadeur de cet autre monde, le monde de l'avenir promesse. C'est toute la signification de l'avant-garde. L'avant-garde, c'est des individus qui, pour des motifs différents, connaissent un peu de l'avenir et ont donc la responsabilité de conduire les autres hommes vers leur émancipation. Pour le militant triste, le monde est une erreur. Il n'est pas tel qu'il doit être. Le vrai monde est ailleurs, et militer, c'est sacrifier le présent à l'avenir. Ce monde-ci à l'autre, le vrai, le parfait, le seul qui vaille la peine d'être vécu. Parfois, perdant tout espoir de l'obtenir, il a tendance à perdre toute foi en la lutte. Ça arrive souvent chez les militants, en fait. Quand on se dit que, en fait, le monde... Au bout d'un moment, quand on se dit que le monde n'est plus du tout comme il veut, en fait, qu'il n'y a plus rien qui marche, on est en complet décalage, en fait. On commence à s'épuiser, et à s'épuiser d'espérer que ce nouveau monde advienne. Donc je vous disais que j'avais pas changé grand-chose à ma manière de faire avec mon topo citoyen. Là, je vais augmenter le format, mais je continuais à expliquer aux gens.
Et petit à petit, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont expliqué des choses, comme ce que je viens de vous dire, sur en fait que le savoir, c'est pas ça qui pousse les gens à agir. Et j'ai mis du temps à comprendre le lien entre le militantisme et mon activité d'éducateur, de pédagogue. Aujourd'hui, je me rapproche de ce que Laurence Decoq et Irène Pereira appellent les pédagogies critiques. Je vais vous parler là pendant quelques minutes encore. En fait, le savoir qu'on transmet aux gens, on dit qu'il n'est pas conscientisant. C'est juste du savoir, c'est des données. En fait, parfois on se dit, bah, tout le monde sait qu'il y a des riches et des pauvres. Tout le monde sait que 99% possèdent autant que 1% sur la planète. Ça ne change rien. En fait, qu'est-ce qui serait conscientisant? Alors c'est quoi la conscientisation? C'est le passage d'une connaissance intuitive, quotidienne, qu'on a des choses, à une conscience critique, à une lecture critique des choses, à un rapport au monde. C'est comment est-ce que, et c'est le propos de l'éducation populaire, comment est-ce qu'avec mon expérience à moi, et en discutant avec les autres, je peux me construire une représentation du monde qui est basée sur des rapports sociaux, ce que disait Tiffaine tout à l'heure, sur des systèmes de domination, et qui ne sont pas juste c'est ma faute à moi, ou sans dédouaner les personnes, mais en fait, c'est pas la question, en fait. C'est pas la question de dédouaner les personnes. La conscientisation, c'est permettre à chacun de comprendre sa place dans le monde. En fait, je dis souvent, arrêtez de dire que les gens ne sont pas politisés. En fait, ils ont envie de discuter, c'est juste qu'ils n'ont pas envie de discuter avec vous et avec votre tract. En fait, ils ont envie de discuter, ils ont envie de comprendre comment ils se lient au monde. Et en fait, du coup, moi, mon rôle, en tant que militant, ça devenait de créer des espaces de discussion. Et plus d'aller expliquer aux gens. Ça ne veut pas dire que moi j'ai arrêté de lire et que je continue d'essayer de m'expliquer les choses par de la théorie. Alors moi, justement, dans les systèmes de domination, bon, a priori, je suis un homme, je suis blanc, je suis éduqué, j'ai un peu d'argent. Bon, je suis contre le cumul d'habitude, mais là, un peu pas mal. Mais je ne me prends pas pour l'avant-garde éclairée. Donc moi, je me dis, mon but, c'est ce que je peux faire, c'est déjà prendre conscience des oppressions dont je suis responsable. Ça, c'est un engagement que tout le monde a, parce qu'on n'est pas seulement, de temps en temps, on est dominé, de temps en temps, on est dominant. Prendre conscience, en discutant avec les autres, de ces choses-là. Et mon rôle de militant aujourd'hui, c'est plutôt, je vous disais, de créer des espaces de discussion. Alors, peu importe le lieu, hein, moi je le fais au boulot, dans la rue, etc. Alors, dans la rue, souvent les gens qui commencent à s'intéresser aux pratiques d'éducation populaire et d'animation dans l'espace public, voilà, créer un espace de discussion, par exemple, c'est aller vers les gens et leur poser cette question. Vous voyez en quoi? Ça, c'est un truc intime. Et le but, c'est d'avoir une discussion avec les gens qui soit politique. Voilà. C'est un exercice auquel il faut se frotter. Alors, je vous ai mis une autre version qui n'est pas exactement la même, juste pour que vous compreniez ce que c'est le processus de conscientisation. Voilà. Là, vous ne conscientisez personne. Là. Déjà, vous attrapez personne. Et il y a assez peu de chances que la discussion ait lieu. Donc voilà, aujourd'hui j'en suis arrivé à... Je comprends vraiment que ces questions d'éducation, elles sont vraiment étroitement elles sont intriquées. Et n'en déplaise à mon ministère de tutelle qui fait circuler des choses sur la radicalisation, je pense que l'éducation n'est pas neutre. Et l'éducation est fondamentalement politique. Et c'est pour ça que nous, on s'inscrit dans le sillon de l'éducation populaire politique. Bon, c'est bien beau tes trucs, mais moi, voilà, je suis qualifié pour le second tour des législatives. Alors, on a une campagne à mener, on a une semaine. Toi, tu colles des affiches, toi, tu distribues les tracts. Si ça t'amuse, tu les colles par terre, tu fais ce que tu veux. Mais moi, voilà, le dimanche, je suis au second tour, donc là, on se tire les doigts et on fait la campagne. C'est parti. On avait dit qu'on arrêtait les tracts. On arrête les tracts, non mais d'accord, mais là, on a une occasion d'envoyer un député à l'Assemblée nationale qui va aller faire... Mais non, pas Ambroise Croizat, ça va être moi. Là, moi, j'ai pas prévu de crever à 50 ans, mais quand même, si on peut aller emmerder Macron. Et puis attends, mais tu me fais rigoler avec ton AMAP. Mais moi aussi, je suis dans une AMAP, je vais chercher mon panier tous les 15 jours. Ça interdit le glyphosate. Ben non, alors à un moment, il faut prendre des bonnes décisions. Donc, on y va. Allez, je sais bien que c'est pas comme ça. Enfin, c'est même, je vais te dire, même si t'es élu, je serais contente, mais tu vois, ça va rien changer, quoi. Ça va pas être comme ça que ça va se passer. Ça va rien changer. Mais attendez, mais qu'est-ce que je dis, moi, les copains qui sont déjà au pied des immeubles? Ils arrivent des 3 circos alentours, ils sont prêts pour les porte-à-porte, quoi. On y va. Qu'est-ce que je dis à ma camarade, à ma colistière? Elle a mis la moitié de ses économies dans la campagne. En vrai, quoi, la moitié de ses économies. Qu'est-ce que je dis à Jean-Marc?
Jean-Marc, il a passé 30 ans au Parti communiste avant de venir chez nous, et il n'y croyait pas un copec. Ce soir, c'est l'annonce des résultats. Il chiale, Jean-Marc. Qu'est-ce que je leur dis, moi? Qu'on a fait tout ça pour rien? Que ça sert à rien? Franchement. Bah ça, c'est un peu notre contradiction quotidienne maintenant. Donc Maxime c'est pas un faux, Maxime était effectivement candidat dernière législative pour la France Insoumise. Ça doit être la veste. Il fallait être candidat. Alors c'est notre contradiction à nous, parce que oui, effectivement, on est ces militants un peu hybrides. On a, pour les raisons qu'on a évoquées, cette conscience que en fait, ça se joue un peu partout. Ça se joue à la fois sur le plan partisan, syndical, associatif, et que nous, on aimerait bien de temps en temps envoyer des maximes à l'Assemblée. Ça n'a pas marché cette fois-ci, mais pour la prochaine. Et en fait, on est cette contradiction entre qu'est-ce qu'on fait est-ce que de temps en temps, on ne s'autorise pas à faire un peu de propagande? C'est ce qu'on fait. Est-ce qu'on ne s'autorise pas à dire un peu notre point de vue sur le programme et puis de temps en temps, à faire de l'éducation populaire? Est-ce qu'on peut mélanger les deux? On est parfois embêté avec ça parce que on nous regarde bizarrement, on est des objets un peu hybrides. Vous avez les camarades des partis, des fois, on arrive, eux ils voient pas nos principes, généralement ils voient nos méthodes. Donc ils ont tendance à dire qu'on est des clowns, qu'on fait des chansons, qu'on fait des ateliers bizarres en mettant les gens en petits groupes pour les faire parler, ça les fatigue. Il y en a beaucoup que ça intéresse bien sûr, mais on a tendance à pas être pris au sérieux. Et puis de l'autre côté, on a aussi des copains, des copines dans le monde de l'éducation populaire, et puis ils ont le droit de nous renvoyer aussi des questionnements des fois sur qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous détournez les principes de l'éduc-pop pour faire des campagnes politiques, pour faire de la propagande. Et en fait, on essaie de nager entre ces trucs parce que en fait, nous, les deux nous plaisent et on pense que c'est lié. Ouais, non. Tiffany, vas-y. Non, en fait, c'est pas une question de est-ce que ça plaît ou pas, ouais. C'est une question de... nous, là, on aimerait bien la faire, la révolution. On trouve que ce monde, il est trop dur. En fait, c'est non seulement il a été pendant des siècles trop dur pour la majeure partie de la population qui a souffert et qui souffre encore. Le nombre de morts au travail en France, il est délirant. Mais aujourd'hui, en plus, on est dans une crise écologique et avec le réchauffement climatique, etc., qui fait que ce système capitaliste nous emmène même à la perte. Et ça, c'est des choses que une toute petite poignée d'êtres humains dans le monde détiennent ce pouvoir-là de détruire ou pas la planète, et quel que soit notre avis. Et donc ça, ce système, il est tellement injuste que oui, nous, on a cette envie de... Alors on a testé plein de trucs, hein, comme vous avez vu depuis le début, entre le club de tennis, les partis, les machins, alors on a tout testé, je pense. Aujourd'hui, avec l'éducation populaire, on trouve quelque chose où on sent qu'on peut permettre aux gens de s'armer eux-mêmes, de s'armer intellectuellement, mais aussi méthodologiquement, pour faire en sorte que leurs actions, leurs réunions, elles soient productives, elles fonctionnent, elles donnent envie de continuer, etc. Et puis même stratégiquement, en fait. C'est-à-dire, on va pouvoir quand même se donner les moyens, à un moment donné, d'agripper des bouts de pouvoir quelque part pour pouvoir effectivement changer les choses. Moi, j'aurais tendance à penser, mais encore une fois, c'est des tâtonnements, que les élections, ça nous disperse. En fait, aujourd'hui, on fait des choses tous ensemble, et puis le jour où arrive l'élection, tout le monde repart dans sa chapelle. On met 6 mois à préparer l'élection, 6 mois à s'en remettre, et pendant un an, on n'a rien fait d'autre, quoi. Je dis ça, et en même temps, oui, j'aurais été contente que Maxime soit député, et qu'il puisse... c'est l'enfer. Et du coup, je sais pas. Je suis pas sûre qu'on ait vraiment une recette pour changer le monde et aboutir à la révolution, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, je pense que l'éducation populaire, c'est une arme de destruction massive du capitalisme, ou quelque chose comme ça. Je voudrais dire quand même que, en fait, en préparant cette conférence gesticulée, on est replongé un peu dans des tas de choses, et j'ai relu un peu des écrits de Jaurès. Jaurès, au début du XXe siècle, ils sont au moment où les partis politiques n'existent pas en France. Ils sont en train de les créer, et c'est un bordel sans nom. Le syndicat, la CGT à l'époque, fin du XIXe siècle, s'est créé, puis a créé en 1906 la Charte d'Amiens.
la charte d'Amiens qui dit le syndicat, il est indépendant des partis politiques et des courants, quels que soient les courants. Pourquoi? Parce que les chapelles politiques, c'est tellement le Bronx que si on veut préserver l'action syndicale, il faut les enlever de la discussion politique. Et Jaurès, lui, il est très attentif à ça et très respectueux de ça, mais il essaye à tout prix à faire en sorte de créer un parti de gauche donc, et qui soit là pour représenter politiquement la classe ouvrière. Et il a tout un discours sur le fait de prendre soin de nos organisations collectives. Prendre soin de nos organisations collectives, c'est pas facile, hein. Puis de nos jours, syndicat, parti, c'est cracra. Hein. Comme je disais, l'association, ça va encore et encore, je sais pas. Enfin, des fois, c'est malmené aussi. Mais dans l'imaginaire collectif, tous ces mouvements-là, alors, je sais pas, des fois, je me dis toujours, il faut peser, quoi. Est-ce que c'est, même si on est insatisfait, est-ce que c'est mieux avec ou sans? Vous voyez? Enfin, il n'y a pas vraiment de recette possible. Mais cette idée de prendre soin de nos organisations collectives, bah, je me dis quelle qu'elle soit. Que ce soit ma petite assoce locale, une assoce nationale, un parti, un syndicat, une lutte qui va être peut-être que momentanée, mais ce moment-là d'action collective, il faut en prendre soin, et prendre soin de ce groupe. Les anarchistes, ils disent qu'il faut savoir aussi se dissoudre, que c'est important de se dire qu'on crée quelque chose collectivement et qu'à un moment donné, ça doit disparaître. Et je ne sais pas comment, hein, je veux dire, ça c'est des choses où il faut aussi collectivement toujours vérifier et tout. Ça, Jaurès, il le dit. Il faut toujours collectivement vérifier que c'est bon. La grève générale, vous entendez, de toute façon, les traîtres, vous dites qu'il faut reprendre le travail, etc. Bah peut-être. Peut-être que des fois, il faut... il parle des consultations, de dire qu'à chaque jour de grève, on consulte les ouvriers. Et on consulte les ouvriers parce qu'on forge leur conscience de classe. Et qu'ils vont décider par eux-mêmes. On continue ou on arrête? On continue ou on arrête? Et qu'en fait, continuer la grève générale coûte que coûte, c'est peut-être se tirer une balle dans le pied pour l'avenir. Parce que peut-être les ouvriers à ce moment-là, ils sont plus collectivement en capacité de se dire on continue. Et en fait, ces moments-là qui sont délicats dans l'action collective, c'est bien aussi de savoir se replonger dans le passé et de voir que en fait, c'est pas des questions nouvelles, c'est des questions qui se posent tout le temps. Je voulais dire un autre truc. Oui, en fait, Jaurès, c'est un des enfin, dans ces moments-là, il disait il y a 3 choses qui fonctionnent ensemble. Aucun ne se suffit à lui-même. Le syndicalisme, donc l'action syndicale, l'action ouvrière, se suffit pas à lui-même. L'action politique, c'est-à-dire qui va permettre de donner la capacité de démocratiquement définir un cadre collectif, un cadre politique aux revendications des travailleurs, ça ne suffit pas à lui-même. L'expérimentation, et donc à l'époque ils sont notamment sur tout ce qui est lié aux coopératives, et dont beaucoup vont donner ensuite les premières expérimentations de la sécurité sociale. Ces expériences de coopératives, elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. Et c'est l'alliance des 3 qui va permettre de gagner des droits, qui va permettre de gagner dans la lutte démocratique, et qui va permettre de savoir qu'est-ce qu'on veut. Et donc c'est dans cet équilibre entre ces 3 moments, ces 3 mouvements, ces 3 types d'action collective, c'est dans cet équilibre-là que va se forger la possibilité de créer le monde qu'on veut. Je ne sais plus qui, mais c'est une phrase très connue, dit « Le monde de demain est en germe dans le monde d'aujourd'hui ». Et en fait, aujourd'hui, nous, on voit qu'en termes d'expérimentation politique, sociale, écologique, etc., il y a plein de choses qui existent. C'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas, en fait, à trouver l'équilibre entre toutes les formes d'action collective qui nous permettent de modifier radicalement le système en place. Voilà. Tu veux parler des contre-révolutions? Non. Du coup, on s'achemine progressivement vers la fin de cette conférence gesticulée. On vous a partagé nos expériences militantes, nos parcours, comment on s'est transformé. On peut peut-être dire 2 mots d'aujourd'hui où on en est. Dans quelle étagère? Comme l'a dit Tiffaine, on pense que c'est important d'essayer de prendre soin de toutes nos organisations. Alors, au sein, on reste encore des militants électoralistes, on va dire, sur la scène électorale.
parfois candidat pour la France Insoumise. Alors la France Insoumise, du coup, on se dit que le pôle qui pourrait s'appeler éducation populaire s'appelle pôle Milité Centracte, pour essayer de donner un peu la ligne et donner un horizon de comment on peut faire autrement. Et puis, j'ai oublié... Ouais, merci. Heureusement qu'il est là pour me souffler. J'ai décidément des trous de mémoire aujourd'hui. Voilà. Et nous, aujourd'hui, on se dit qu'en fait, on fait... Oui, c'est lui le meilleur, c'est pour ça qu'il est candidat. On se dit que notre forme, on se la décrit comme ça, maintenant, nous, c'est de l'engagement recherche. Voilà, on y va à tâtons. On teste plein de trucs. On vient et on se retrouve pour les partager, y compris, nous, vous voyez, on n'habite pas au même endroit, et puis de temps en temps, on a besoin de se voir pour mettre en commun toutes les expériences. On essaie de faire ça avec plein d'autres gens. Voilà, on est dans cette posture d'engagement de recherche. Tester des trucs, il y en a plein où on va se casser la gueule, et puis il y en a d'autres qui vont dessiner le monde de demain, quoi, ou l'engagement de demain, on va dire. Ouais, et d'ailleurs, pour essayer de continuer ensemble, on a créé une association qui s'appelle la Coopérative Citoyenne, et qui a pour vaste ambition de faire de l'éducation populaire, politique, partout, tout le temps où c'est possible. Donc on le fait dans les organisations politiques dans lesquelles on est investi, on le fait dans notre boulot, on le fait dès qu'on peut. D'ailleurs, on est nous-mêmes au sein de ce collectif traversé par tout ce qu'on a dit, les histoires de domination, les contradictions, redéfinir en permanence c'est quoi l'objet de notre collectif, à quoi on sert. Mais en tout cas, on a essayé, voilà, on a décidé d'adopter cette posture d'engagement recherche, c'est-à-dire on y va, on se pose des questions, on confronte nos expériences et on essaye de repartir un peu plus fort la fois d'après. On a fait des formations déjà, comment faire un porteur de parole ou un panneau mobile, là, la dernière étape de Julien, avec des qu'est-ce qui vous met en colère. On a fait, de temps en temps, on est sollicité pour avoir des conseils pour faire fonctionner un collectif. On fait des stages de conférences gesticulées, parce que nous, on est parti de rien, puis on a vécu un stage et puis ça a donné cette conf-là. Mais du coup, Tiffaine et Julien, qui n'est pas là, mais organisent des stages de conférences gesticulées parce qu'on part du principe que tout le monde est capable d'en faire une qui vaut le coup. Moi, le premier, celle-là, s'il n'y avait pas Tiffaine qui avait insisté, mais je lui disais, mais qu'est-ce que tu veux que je raconte? Bon. Et puis à la fin, il y a ça, alors vous jugerez, mais voilà. On fait des stages de conférences gesticulées, puis je sais plus, voilà. Et puis des fois, on écrit des chansons encore. Oui, et donc, on va finir par ça. Voilà. Allez, alors on va finir par une chanson. Voilà. Vous voulez chanter? Vous voulez chanter? Ouais. Allez. Alors c'est une vague adaptation de Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. C'est une pseudo-goguette. Vous verrez, à un moment donné, c'est plus ça du tout l'air, parce qu'en fait, c'est pas une chanson de notre génération. Voilà. On s'est dit que ça pourrait être sympa d'avoir des paroles et de chanter avec vous. Je compte. Ouais, ma petite guitare, ouais. Il a une, alors lui, non, mais alors, il a une petite guitare à 4 cordes, donc il ne sera jamais candidat. Parce qu'il y a des gens qui voulaient être sympas une fois sont venus me dire après le spectacle, elle est sympa ta petite guitare. J'ai dit non, c'est un ukulélé. Parce que les gens pensent que bon, l'instrument c'est le plus... Bref. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour la faire? En fait, c'est notre tour et partageux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? On croyait pas que c'était possible. On pensait que ça servait à rien. Les élus étaient inflexibles. Le changement c'est pas pour demain. La retraite, tu l'auras pas. La sécu, ça marche pas. Les fonctionnaires ne font rien. Manger bio, mais c'est trop cher. Les aspergés, on aimerait bien, mais tu vois, c'est compliqué. On savait bien que l'être riche n'était vraiment pas très nombreux. Qui t'organise bien la triche. Les gens pensent être pas heureux. La retraite, chapeau, l'hôpital, j'achète. Le travail, le dimanche, la planète, J'achète. les étrangers. Ah bah non. C'est là qu'on s'est dit. On s'est dit qu'on tenterait l'aventure. Car qui va prendre
ben, merci beaucoup, bon festival, merci beaucoup les 3 petits points et le festival Il est bio de cette invitation.